qui est un intérêt particulier pour lequel ben, je développe là, différents projets de recherche. Donc, l'angle aujourd'hui, ça va être de vous présenter aussi des résultats de recherche, quoique préliminaires, malheureusement. C'est toujours très long faire aboutir des projets plus appliqués. Mais dans ce contexte-là, j'ai le goût d'aborder la présentation, donc c'est ça, dans une perspective pratique et appliquée, avec l'idée qu'on puisse aussi réfléchir ensemble aux beaux avantages de la recherche appliquée, particulièrement en intervention neuropsychologique, puis aussi aux défis qui y sont associés. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai le goût d'aborder là, comme sujet en trame de fond aujourd'hui. Ah, donc, je me lance brièvement. Oups, il y a un petit décalage. Je m'excuse. Tout fonctionnait il y a quelques instants. La magie de la technologie. Bien sûr. Ah, par là. Merci. Donc, je vais débuter la présentation en parlant d'aspects un petit peu plus théoriques qui touchent donc l'intervention neuropsychologique auprès des enfants et des adolescents et aussi tout le cadre des fonctions exécutées. Je vais passer une partie de la présentation donc à vous décrire ce qu'est le programme Réflexe, qui est un programme qui a été développé dans un milieu hospitalier par des intervenants qui nous ont vraiment interpellés comme chercheurs pour en évaluer les effets. Vous présenter l'objectif de l'étude qui est en cours, la méthode qu'on a déployée, comme je vous dis, certains résultats préliminaires et en guise de discussion, bien, pouvoir discuter des résultats obtenus et, comme je vous dis, en trame de fond, qu'est-ce que la recherche plus appliquée et les avantages et les défis qui y sont associés. Donc, juste une petite remise à niveau, même si c'est un concept quand même très bien connu, les fonctions exécutives, c'est un regroupement d'habiletés complexes qui permet de résoudre des problématiques ou de s'adapter, si on veut, à des situations nouvelles. C'est un concept important parce que ça a un impact sur le fonctionnement quotidien, notamment au niveau de la réussite professionnelle, de la réussite scolaire. Particulièrement chez les enfants, il y a plusieurs habiletés exécutives qui sont liées, entre autres, aux performances scolaires. Je pense entre autres à la mémoire de travail qui est très liée aux compétences en lecture chez les enfants, par exemple. Tout ce qui touche les aspects émotionnels sont aussi évidemment liés au fonctionnement exécutif et on a également des liens observables avec les relations sociales. Donc, c'est un concept central chez l'individu en général, mais particulièrement, comme je disais, chez l'enfant et chez l'adolescent, parce que ce qu'il faut avoir en tête au niveau plus développemental, c'est justement le développement du cerveau, puis le fait que l'enfant se développe justement et que ça va avoir quand même, si on veut, des implications sur le plan de son fonctionnement cognitif. Il y a différents modèles de fonctions exécutives qui existent, puis il peut y avoir des débats, on pourrait avoir des débats théoriques sur la question, mais je vais quand même peut-être un petit peu situer le cadre dans lequel s'inscrit le projet plutôt. Donc, évidemment, on a un cadre assez large qui regroupe les principales habiletés qui sont citées dans la littérature. On pense à l'inhibition, à la mémoire de travail, à la flexibilité cognitive, à la planification. Évidemment, il y en a d'autres fonctions exécutives qui peuvent être associées en fonction des modèles, notamment la fonction d'activation ou d'initiative selon les vocabulaires et les modèles qui sont privilégiés. Dans une approche développementale, un des modèles qu'on va souvent utiliser, c'est le modèle de Diamond parce qu'il tient vraiment compte finalement du développement des fonctions exécutives. Et selon, en fait, la description de l'auteur, ce qui est intéressant, c'est qu'on place vraiment à la base les fonctions de mémoire de travail et d'inhibition qui se développent vraiment très tôt. Déjà, chez le bébé de 8 mois, on peut voir une émergence au niveau des fonctions d'inhibition. C'est vraiment les fonctions de base sur lesquelles vont s'appuyer finalement le développement de fonctions dites d'un peu plus haut niveau, notamment la flexibilité cognitive, qui se développe quand même assez tôt là, chez l'enfant, encore une fois, pour ultimement soutenir d'autres habiletés encore dites de plus haut niveau, comme la planification, mais aussi les habiletés de résolution de problèmes, par exemple. Donc, ça met la table pour ce qui est le concept de fonction exécutive. La rééducation cognitive, donc, c'est un principe d'intervention neuropsychologique très large qui s'appuie évidemment sur le principe de plasticité cérébrale à la base. La rééducation cognitive, c'est un concept très large qui va inclure donc différents types d'interventions
Et un des types, si on veut, le plus commun, pour l'instant, c'est ce qu'on appelle l'entraînement cognitif ou dans un langage plus commun, la drill, tout simplement. C'est l'idée de répéter des exercices qui vont solliciter une fonction cognitive, par exemple la mémoire de travail, de façon très, très spécifique. Actuellement, comme je le disais, c'est le type d'intervention de rééducation cognitive qui est le plus étudié de façon générale, mais particulièrement chez les enfants et chez les adolescents. Donc, on veut vraiment rééduquer un mécanisme cognitif spécifique. Et ce qu'on veut souvent utiliser, je parle de généralité, évidemment, dans la période de questions, on pourra discuter de tous ces aspects-là. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, si jamais vous avez des questions en cours de présentation, n'hésitez pas à m'interrompre, ça va me faire plaisir. Donc, on veut améliorer l'efficacité de certains mécanismes cognitifs, comme je le disais, et on va souvent utiliser des programmes informatisés où on va répéter des tâches. Un des programmes typiques, c'est le programme CogMed. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Quelques, je vois des petits, des petits hachements de tête. Donc, c'est vraiment typiquement un programme de répétition. C'est des exercices informatisés qui sont présentés en séquence. Il y a différentes versions de CogMed. Ça, c'est un des avantages. Il y en a pour des jeunes enfants de 4-5 ans. Il y en a pour des adolescents, des enfants d'âge scolaire, puis il y en a aussi pour des adultes. Donc, vous voyez un petit peu le principe. On s'approche de ce qui pourrait s'apparenter à des jeux vidéo. Je mets bien les guillemets parce que bon, c'est peut-être pas aussi stimulant visuellement. Puis ça a évidemment une fonction différente. Donc, CogMed, c'est un programme qui vise spécifiquement la mémoire de travail et par le principe de drill, ce qui va être important de retenir, c'est qu'on va viser l'intensité de l'intervention et la répétition des exercices. Donc, dans un programme typique comme CogMed, on va proposer aux participants de faire ces exercices 5 fois par semaine, entre 20 et 45 minutes, tout dépendant l'âge de l'enfant. Ça a quand même certains défis pratico-pratiques. Vous pouvez vous imaginer un enfant qui a déjà des problématiques sur le plan du fonctionnement cognitif quand on lui demande de s'asseoir près de 40 minutes pour faire des exercices qui, à la longue, peuvent apparaître redondants. Il y a quand même certains enjeux en toute transparence au niveau de la mise en application de ce type d'intervention-là. Et ce que les études tentent aussi à démontrer, c'est des effets à court terme très spécifiques. C'est-à-dire, si j'entraîne la mémoire de travail, je vais avoir des effets sur la mémoire de travail. C'est vraiment ce que les résultats des méta-analyses tentent à démontrer. On s'intéresse aussi à voir si quand il y a des effets, bien, ils durent dans le temps. Et à cet effet-là, les résultats sont actuellement dans la littérature très mitigés. Des fois, on va voir que ça persiste. D'autres fois, on va voir que ça s'estompe. Les délais qui sont utilisés dans les études, on parle environ de 3 à 6 mois actuellement. Et ce qui est un peu l'aspect le plus, en fait, la plus grande limite finalement des études, c'est ce qui concerne la généralisation. Donc, c'est de dire que bien, si on entraîne la mémoire de travail, je vais voir souvent peu d'effets sur d'autres fonctions cognitives qui sont associées, comme l'inhibition, comme le raisonnement, même si certaines études ont pu mettre quand même en évidence des effets. Et ce qu'on tend aussi à voir, c'est que concrètement, dans la vie de l'individu, il y a peu de changements. Si j'ai de la difficulté à me concentrer à l'école, je risque d'avoir encore malheureusement de la difficulté à me concentrer à l'école. Donc, devant cet état de fait, ben, les chercheurs, les cliniciens se sont posés des questions et une piste qui émerge de plus en plus, qui n'est pas non plus étrangère, vous verrez quand même au principe d'intervention, c'est l'inclusion de la métacognition, donc dans les programmes de rééducation cognitive. Donc, c'est un ajout. Hein, la métacognition, c'est penser à ce qu'on pense. Finalement, c'est être capable de porter un regard réflexif sur nos propres processus cognitifs. Et donc, comme je l'ai dit, il y a plusieurs auteurs qui ont suggéré que ça pourrait aider à favoriser la généralisation des acquis qui sont faits lorsqu'on fait de la rééducation cognitive, comme lors de l'entraînement. Donc, quand on travaille la métacognition, on va travailler les connaissances métacognitives. Donc, c'est savoir qu'il y a des processus cognitifs, que je suis en train de réfléchir. Comme là, actuellement, moi, je vous parle. Donc, mon processus cognitif, c'est de structurer ma pensée, d'anticiper ce que je vais vous dire. Donc, d'être conscient finalement qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du traitement de l'information dans notre cerveau.
d'aussi comprendre qu'on va utiliser des stratégies. On a tous des stratégies qui vont nous aider lorsqu'on se retrouve dans une tâche, dans une tâche cognitive et de vivre des expériences métacognitives, donc de tenter des expériences, puis d'avoir de la rétroaction, c'est-à-dire ce que j'ai fait, ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné. Donc, on tente d'avoir et d'intégrer cette réflexion-là. Et ce qu'on tend à suggérer, c'est que ça aurait un effet, donc, finalement, plus bénéfique par rapport à un entraînement cognitif. Il y a certaines études qui ont démontré, donc, effectivement, donc, on a ici un exemple d'étude de Takas et Kasai de 2019 qui montre des effets supplémentaires. Il y a une autre étude aussi, j'ai juste pas indiqué la référence de Jones et Hall. Donc, quand on invite l'enfant à se poser des questions en plus de faire son entraînement cognitif, on pourrait voir des effets à plus long terme et sur d'autres. Je parle bien au conditionnel parce que tout ça est encore en train de se démontrer. Oui. J'aurais une question. La première, c'est la métaconnexion fait du sens, mettons, pour la planification, pour la concentration, des trucs de même. Pour la mémoire au travail, j'ai de la misère à l'imager. Ça ressemblerait à quoi? Parfait. Je vais répondre brièvement, puis vous allez voir, je vais essayer de l'illustrer aussi quand je vais faire la démonstration du programme d'intervention. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de questionner, par exemple, l'individu sur les stratégies qu'il va utiliser. Donc, par exemple, on pourrait le mettre devant une tâche où il y a un grand nombre à retenir, il y a plusieurs nombres à retenir. Puis on va le mettre en exposition, puis là, il va avoir, certains jeunes vont avoir des facilités, d'autres vont avoir des difficultés. Ça va être de lui faire prendre conscience de la stratégie qu'il a utilisée. C'est comme, en fait, aussi, c'est de ramener à la conscience le processus qu'on va mettre de l'avant, par exemple, en questionnant. Donc, ça, c'est la conscience. Et si la stratégie n'est pas pleinement efficace, on va pouvoir utiliser l'enseignement de stratégie. Est-ce que tu as pensé que tu pourrais regrouper certains chiffres ensemble pour que ce soit plus facile à retenir? Est-ce que tu pourrais faire une image dans ta tête? Donc, c'est un petit peu dans ce principe-là que ça serait utiliser la métacognition pour, par exemple, la mémoire de travail. Est-ce que ça illustre un petit peu? C'est pas juste automatiquement en train de faire des exercices sans savoir pourquoi, c'est avec un objectif. Oui, avec un objectif. Donc, en intervention, on va se servir de contexte. Là, je vais donner des exemples de tâches. Et je vais revenir donc dans quelques instants. Ce qui va être vraiment important, c'est qu'on voit comment ça peut se transposer dans le quotidien. C'est l'expérience métacognitive qui risque, en fait, on le souhaite, de pouvoir soutenir la généralisation au quotidien, puisqu'on essaie de réinvestir ce qu'on apprend dans le quotidien. Est-ce que vous avez une autre question? J'avais entendu deux questions. Oui, mais c'est la curiosité. Tantôt, vous parlez dans le diapositive d'avance, si je ne me trompe pas, l'entraînement cognitif, comme quoi ça s'estompe avec le corps, et je faisais le parallèle avec l'entraînement musculaire. Tout à fait. L'exercice d'arrêt, ça s'estompe, et tu recommences plus tôt. Tu commences plus tard, pour me demander si c'est la même chose avec les fonctions exécutives. C'est une bonne question. Je vais nuancer en fait parce que mon cadre de référence est davantage avec les enfants. Donc, des études que moi j'ai pu lire, souvent on va retomber à un niveau similaire au niveau initial, puis l'hypothèse sans raison potentiellement du développement. Mais il y a évidemment de la variabilité. Puis en fait, ce qui est difficile aussi d'isoler, c'est qu'est-ce qui fait qu'on s'améliore? Est-ce que c'est juste l'entraînement ou est-ce que les jeunes qui bénéficient davantage de l'entraînement cognitif auraient peut-être eux aussi développé des stratégies qui sont associées. Donc, c'est une hypothèse aussi qu'on a au niveau de ces aspects-là qui restent malheureusement incertains. Merci pour la question. J'ai quelques études, en fait, qui montrent des résultats par rapport à des études, justement, qui ont évalué, les effets de la rééducation cognitive chez les adolescents. Je vais vous en présenter, j'en ai plusieurs, mais je vais vous en présenter quelques-uns pour vous montrer quelques similitudes et quelques différences. Et j'attire votre attention sur le fait que ici, je parle des adolescents parce que en enfance-adolescence, souvent, l'adolescent est un peu le parent pauvre, je dirais. On a tendance à ne pas l'isoler, à mettre les enfants et les adolescents dans le même panier. Malheureusement, ce n'est pas la même chose sur le plan du développement cognitif. Il y a vraiment des différences réelles, ce qui fait que les adolescents pris de façon un peu plus isolée, puis là, je vais trancher le 12-17, la période un peu typique de l'adolescence, même s'il peut y avoir encore ici des débats un peu conceptuels. C'est très rare qu'on va les isoler, donc, puis qu'on va bien comprendre quels sont les effets. Donc, ici, on a une étude de 2001, on a installé un programme de rééducation
cognitive, mais qui est vraiment basée sur la métacognition. Donc, ce qu'on travaille avec le jeune dans ce programme-là, c'est qu'est-ce qui se passe dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui est difficile. Évidemment, ça vise à cibler les fonctions exécutives, mais ne sont pas explicitement, disons, travaillées. On est vraiment plus centré sur le fonctionnement, en ayant en tête, évidemment, le fonctionnement exécutif. Donc, c'est un petit peu différent, justement, de l'entraînement très orienté sur une fonction donnée. Ici, c'est une intervention individuelle, donc chaque jeune est vu de façon individuelle, puis on parle de 8 séances d'1 heure. Donc, vous voyez, on a 41 participants, 10-14 ans. Ici, on a une tranche d'âge quand même assez ciblée, ce qui est intéressant. On a un devis avec un groupe contrôle et on a un pré-poste avec un poste 3 mois. Et on voit des améliorations du contrôle attentionnel post-test et également de la planification, organisation à 3 mois post-intervention. Donc, vous voyez, des fois, on va voir des effets apparaître tout de suite après l'intervention, des fois un petit peu plus tard dans le temps. C'est ce qu'on va voir de façon variable dans les études. Vous voyez ici, la mesure qui a été utilisée dans l'étude, c'est le questionnaire BRIEF, donc un questionnaire comportemental qui vise l'évaluation des fonctions exécutives et il n'y a pas de tests neuropsychologiques finalement qui ont été utilisés pour évaluer le fonctionnement exécutif. Donc, ces premiers résultats-là, donc, pour mettre en évidence donc, des différences et des similitudes entre les études menées auprès des adolescents. Des fois, les interventions vont être individuelles, des fois, elles vont être en groupe. La durée va être variable. Il y a énormément de variabilité dans la façon dont des interventions sont déployées. On a une autre intervention, par exemple, dans une autre étude, celle de Nunes ici, c'est une intervention qui est basée sur les principes du Goal Management Training, donc qui est aussi une intervention très spécifique. Encore une fois, on ne vise pas directement la rééducation spécifique des fonctions exécutives, mais on essaie là, justement de s'orienter vers des ancrages, des objectifs quotidiens. Mais, donc, intervention de groupe ici avec des principes différents. Et on a une autre intervention ici, CogFun, qui, elle, inclut des principes de rééducation cognitive de drill en plus d'aspects métacognitifs. Oui. Je me demandais, parce que c'est écrit participants, des adolescents avec des déficits exécutifs, puis ça attire mon attention parce que si on parle de déficit, c'est probablement lié à quelque chose en amont. Je suis tellement curieuse de savoir comment justement ils sont recrutés. Le but, il a dit qu'il n'y a pas d'évaluation de bourse. Parfait. C'est une excellente question. Ça m'amène à vous parler d'une autre différence très pertinente. Souvent, dans les études, on va viser de plus en plus justement les jeunes qui ont des déficits exécutifs au sens large sans les associer à des problématiques spécifiques. On en a une, par contre, qui est associée à un syndrome particulier. Parce que on va tendre à considérer les fonctions exécutives de plus en plus comme un processus transdiagnostique qui regroupe énormément de problématiques. Donc, si on faisait l'énumération des problématiques dans lesquelles on retrouve des déficits exécutifs, TDAH, troubles du spectre de l'autisme, etc. Donc, souvent, c'est considéré de façon large, le déficit exécutif, plutôt que considéré comme en lien avec une problématique. Ceci dit, vous avez raison d'amener l'autre élément, comment on mesure tout ça? Et ça, c'est l'autre débat qu'on a actuellement dans la littérature, tant pour recruter les participants au niveau de ce qui se passe dans les études que pour évaluer les effets. Donc, il y a comme deux écoles de pensée. Il y a les mesures de performance, les tests neuropsychologiques traditionnels qu'on connaît, versus les mesures d'avantages comportementaux comme le BRIEF. Et là, on voit vraiment les deux avec des avantages et des inconvénients des deux mesures. Et souvent, on va tendre à utiliser soit des tests neuropsychologiques, soit des mesures comportementales, avec une certaine tendance à utiliser davantage de mesures comportementales quand l'intervention inclut une composante métacognitive, parce que ce qu'on veut avec la composante métacognitive, c'est vraiment améliorer le fonctionnement quotidien, donc ce qui pourrait apparaître, si on veut, sur le plan comportemental. Fait que ça, c'est un aspect important. Oui, c'est ça. bien sûr. Un suivi de ça parce que je vois que la mesure, le questionnaire, c'est le BRIEF que tu utilises. Généralement, oui. Puis je comprends, hein, mais il y a aussi un gros débat sur qu'est-ce que mesure le BRIEF, Oui. puis est-ce que c'est vraiment une mesure exécutive. Tout à fait.
Je vais dire non. Tout à fait. Qu'est-ce avec ton expertise, qu'est-ce que tu en penses? Puis, ce serait quoi une autre alternative? Peut-être qu'on va voir dans peut-être, mais je vais quand même répondre parce que la question m'anime. J'ai pas de réponse claire. En fait, je pense que ce qu'on peut dégager à partir de la littérature, c'est que ça mesure vraiment deux choses différentes. Je ne sais pas ce qui mesure exactement les fonctions exécutives parce que je pense qu'il y a des avantages et des limites aux deux mesures. Puis l'idée, c'est d'avoir, je pense, des mesures alternatives, comme des mesures de fonctionnement plus larges, mais c'est difficile actuellement d'avoir des mesures validées dans la littérature. Et une autre tendance qu'on commence à voir aussi, c'est l'utilisation de devis peut-être un petit peu plus qualitatifs qui vont permettre de s'appuyer sur le récit puis de dégager des constats à partir du récit pour essayer de bien mesurer. Mais je suis en train de faire un petit punch de présentation. La question, non, mais parce que ça va être en train d'avant, la question de la mesure est excessivement ardue, si on veut, quand on fait des études appliquées de cet ordre-là. D'un côté ou de l'autre, c'est ça. Dans les deux, qu'est-ce que vous allez faire exactement? On se fait prioriser, on se fait chicaner. Exactement. Non, il n'aime pas ça. Exactement. Fait que je vais arriver à vous présenter ce que j'ai fait, mais on pourra en discuter aussi. Vos opinions seront les plus pertinentes. Donc, j'avais plusieurs études, mais je vais aller un petit peu plus rapidement pour qu'on puisse dégager, en fait, que, comme je vous le disais, la littérature qui cible spécifiquement les adolescents est très limitée. Dans les dernières années, on a ciblé 4-6 études entre 4 et 6 études spécifiques aux adolescents qui visent la rééducation des fonctions exécutives. Là. Et quand je dis spécifiquement, comme je vous disais, c'est qu'on ne met pas tout le monde en même temps, là, de 6 ans à 18 ans, parce que de 6 ans à 18 ans, c'est pas vrai qu'on fonctionne de la même façon sur le plan cognitif. Il y a beaucoup d'hétérogénéité, comme je vous le disais, dans les interventions. Les tailles d'échantillons restent relativement restreintes parce que, bon, on travaille avec des populations cliniques, il y a certains défis qui sont associés à ça, mais ceci dit, c'est aussi difficile dans ce contexte-là de tirer des constats sur des petites tailles d'échantillons. Et il n'y a pas toujours de groupe contrôle non plus qui sont associés, qui permet là, donc de bien objectiver les effets d'une intervention. Et la métacognition, elle est considérée de façon différente. Donc, on est encore dans une espèce de flou, si on veut. C'est difficile de tirer des conclusions claires à la lumière de la littérature actuelle. Mais il y a quand même plusieurs auteurs qui vont identifier ce besoin d'intervention qui cible les fonctions exécutives, surtout chez les enfants, et ça de façon tant thérapeutique que préventive. Donc, il y a même tout un courant où on va développer des interventions pour vraiment soutenir le développement des fonctions exécutives chez les tout petits. Dès 4-5 ans, Zelazo travaille d'ailleurs beaucoup là-dessus. Et chez les adolescents, ça reste particulièrement pertinent, surtout considérant la période développementale où on est dans une espèce de pic, si on veut, au niveau du développement préfrontal, entre autres, et conséquemment du développement des fonctions exécutives. Donc, ça met la table et ça m'amène à vous parler de Réflexe. Réflexe, c'est un programme qui est maintenant disponible aux fins de formation. Donc, vous avez un petit code QR ici, vous avez vraiment toute la trousse Réflexe qui est disponible là, en moyennant certains éléments en termes de droits d'auteur. Mais donc, c'est maintenant soutenu là, par le Centre d'expertise et de santé qui est associé à l'Université de Sherbrooke. Et c'est un programme qui a été développé par Sabrina Dufault. Sabrina Dufault, c'est une orthopédagogue avec une formation complémentaire en neuropsychologie qui évolue au centre hospitalier de Granby. Et elle a développé ce programme-là, essentiellement sur des besoins cliniques. Donc, elle travaille dans une unité de pédopsychiatrie. Les jeunes adolescents qui étaient vus à l'unité étaient pris en charge pour la plupart. Il y avait une pharmacothérapie. Bon, évidemment, en pédopsychiatrie, on a quand même des problématiques sévères. Il y avait des suivis individuels. Puis le constat des praticiens, c'est encore difficile au niveau du fonctionnement quotidien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut les aider, ces jeunes-là? Et donc là, on a vraiment élaboré ce programme d'intervention-là basé sur le fonctionnement exécutif pour essayer de répondre aux besoins des jeunes. Donc, on travaille sur ce programme-là depuis 2014, qui a été donc développé en s'appuyant sur des principes théoriques, ajustés, en tenant compte tant de la théorie que de la pratique.
C'est un programme aussi de nature interdisciplinaire parce que ça implique aussi des ergothérapeutes, qu'on va faire une place importante aux adaptations sensorielles pour soutenir le développement des fonctions exécutives, et aussi à des personnes psychoéducatrices pour soutenir l'entourage. On n'a pas beaucoup parlé de quelle était la place de l'entourage, des parents, des enfants et des adolescents, ça vient avec des parents. Et les enfants et les adolescents, ça passe aussi beaucoup, beaucoup de temps dans le milieu scolaire. Donc, tous ces gens-là, comment on les inclut dans l'intervention? Donc, essentiellement, les principaux objectifs du programme, c'est de favoriser la compréhension des déficits exécutifs et de leur impact, d'outiller les proches, puis aussi de diminuer les préjugés. Si je vous fais tout de suite une image, pour les jeunes qui font un réflexe, le fait de comprendre comment ils fonctionnent, que les gestes qu'ils posent au quotidien ou que les défis qu'ils rencontrent au quotidien peuvent s'expliquer à partir de comment leur cerveau fonctionne, c'est souvent très, très marquant. Ici, on a vraiment là, comme une carte conceptuelle qui est toute petite, mais qui résume les grands principes de réflexe, lesquels je vais aborder avec vous. Donc, en fait, réflexe, c'est essentiellement des moyens d'intervention et des principes de rééducation. Donc, évidemment, je pourrais vous en parler très, très longtemps, donc je vais essayer de me synthétiser, mais si vous avez des questions, ça me fera plaisir. Donc, 4 moyens d'intervention. Le premier, c'est adapter les méthodes d'apprentissage. Donc, il y a beaucoup d'adaptations dans le programme. Une première adaptation, c'est qu'on va considérer les besoins sensoriels des jeunes. Donc, d'ailleurs, avant de débuter le programme, on va utiliser des questionnaires qui vont nous permettre d'identifier les préférences sensorielles. Quand on est dérangé de façon sensorielle, c'est très, très difficile de s'investir cognitivement. Donc, on va faire attention justement à l'espace. Je vais vous montrer une petite photo dans quelques instants. On va aussi intégrer des moyens technologiques à titre de mesures compensatoires qui vont, oui, contribuer au développement des fonctions exécutives, mais aussi vont compenser pour les difficultés. On est dans ce double rôle-là, rééduquer, mais aussi compenser. Et vraiment partir des connaissances des jeunes et construire sur leurs propres connaissances. Donc, vous voyez ici le local réflexe. C'est le local tel qu'il est aménagé à l'hôpital, mais on a fait, mais maintenant, l'intervention est déployée dans différents milieux. Entre autres, dans l'étude, on a inclus un milieu scolaire qui recevait beaucoup de jeunes qui étaient associés au centre hospitalier. Donc, c'est toujours quand même le même principe. On a une grande table, on a des chaises ergonomiques, on a un tableau blanc pour vraiment bien s'ajuster. La lumière est ajustable parce qu'on veut faire aussi attention à ces aspects-là. Il y a un tapis de marche là, qui est tout petit en bas, mais vous allez voir aussi qu'on va utiliser d'autres objets sensoriels. Donc, il y a vraiment ces aspects-là pour qu'on puisse permettre aux jeunes de découvrir leurs enjeux, puis des moyens d'adaptation. Donc, il y a du matériel aussi qui va être utilisé. On a un diffuseur d'huile essentielle. Pour certains jeunes, les odeurs, ça va les aider à s'engager. Il y a des pédaliers. Il y a toutes sortes d'autres objets sensoriels, des coussins lourds, des élastiques qu'on va pouvoir manipuler, évidemment, petite balle de stress. L'idée, c'est vraiment d'utiliser les sens pour s'activer sur le plan cognitif au niveau de l'adaptation. Sinon, le deuxième moyen, c'est évidemment la rééducation qui va être construite là, selon différents principes. Le premier, la co-construction des savoirs. J'y reviens dans quelques instants, mais l'idée, comme je le disais, essentiellement, c'est vraiment partir des connaissances du jeune, de savoir ce qu'il comprend, lui, de comment la mémoire fonctionne ou de comment l'organisation, la planification fonctionne au quotidien pour pouvoir vraiment partir de ça puis faire des ajustements, donner des informations supplémentaires. La métacognition, elle est centrale. Également, prise de conscience, attention et régulation. Donc, ça va être un autre aspect qui est en trame de fond. On va toujours inviter le jeune à se poser la question, est-ce que je suis disponible maintenant? Si je ne suis pas disponible pour faire les choses, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là que les objets sensoriels vont venir vraiment soutenir le jeune. Des fois, on a des exemples de séances, un jeune qui va se lever, il va aller chercher le pédalier, par exemple, il y a ce besoin de stimulation-là. Si l'intervenant remarque qu'il y a des besoins, il pourrait lui suggérer d'aller chercher son élastique ou son moyen privilégié. Et soutenir le développement de la mémoire. Donc,
on l'a vu, c'est une fonction de base de la mémoire. Puis plus on soutient son développement, en fait, plus on dégage de la mémoire, qu'est-ce qui arrive? Ben, ça nous permet après d'avoir plus d'espace pour traiter des aspects plus complexes. Fait que la mémoire va être travaillée très tôt dans le programme et elle va être aussi en trame de fond. Donc, des grands principes pour vous montrer quelques aspects. Euh, donc, ici, c'est le principe de co-construction de sens, mais je vais aller un petit peu plus rapidement pour avoir la chance peut-être de vous montrer euh, un vidéo où on va utiliser la métacognition. Donc là, j'ai peur de faire une petite manipulation, mais je vais quand même l'essayer pour vous montrer un petit peu plus concrètement. Je vais ça ici. Et là, il faut que je change mon partage. C'est ce que j'ai pas bien fait. Ah, oui, c'est intéressant. Oui. Alors, je vous montre un petit extrait où on va vraiment utiliser justement les principes métacognitifs dans l'intervention. Euh, Souvent, peu importe l'intervention, les principes métacognitifs vont être utilisés de la même façon, mais l'idée, c'est d'amener justement la personne à se questionner, à émettre, à générer plus qu'une seule idée, hein, pour ne pas rester fixé sur une idée, à se questionner puis à vérifier. Donc, ici, c'est le principe d'entonnoir qui est déployé. Donc, je vous invite à regarder le petit vidéo, puis on pourra y revenir. Donc, un cours extrait, mais qui vous donne une idée un petit peu des éléments qui sont structurés. Donc, on fait des tâches un peu factiles. Donc, ici, on est dans une tâche de classement où il faut faire de la résolution de problèmes, avoir des indicateurs aussi sur le plan de la flexibilité. Et on va questionner les jeunes pour soutenir leur réflexion métacognitive. Je vais essayer de reprendre ma présentation, puis je vais peut-être avoir besoin d'un petit coup de pouce encore. Je suis désolée. Je ne suis pas très flexible pour ce qui est de l'utilisation de la technologie. Merci. Je vais vous montrer donc l'entonnoir ici qui est utilisé. Donc, c'est toujours ce principe-là qui est à l'origine de la réflexion métacognitive. Donc, le jeune a plusieurs indices. Là. Il y a les cartes, puis il doit faire une analyse au niveau des cartes pour avoir des indices. Il va émettre des hypothèses. Est-ce que les regroupements que je fais, c'est les bons? C'est ceux qui vont me donner le plus de points. Est-ce que j'ai vérifié? Donc là, vous voyez, il y avait la jeune qui faisait son processus cognitif. Oui, peut-être, ça c'est X points, ça je ne suis pas très sûre.
pour amener à produire une réponse. Donc, on va vraiment utiliser cette boucle-là par des questionnements adaptés aux tâches pour pouvoir vraiment donner des indications. Ça va un petit peu pour les principes de base. C'est ce qu'on va utiliser donc de séance en séance. Ici, vous voyez la structure du programme. Donc, c'est une séance, c'est un programme, en 12 séances, mais il y a une séance 0 qui est la rencontre initiale où on va expliquer les objectifs du programme, on va s'assurer que les participants remplissent tous les critères aussi au niveau de l'admissibilité. Et quand on fait l'évaluation des effets, c'est là qu'on va faire les évaluations pré-test, puis une rencontre bilan aussi où on va vraiment s'assurer de bien boucler la boucle avec le jeune. Mais donc, il y a 10 séances concrètes de rééducation cognitive. C'est des séances d'une heure à 1 heure et demie, tout dépendant des groupes, à raison d'une fois par semaine. Sauf pendant l'été, on va faire une version condensée où on va faire 2 fois par semaine, parce qu'on doit aussi s'ajuster à la réalité des jeunes. Je peux d'emblée vous dire que quand on fait des analyses lorsque le programme est fait sur les 10 semaines ou sur 5 semaines, 2 fois par semaine, on ne voit pas d'indicateur de différence pour ceci malgré certains éléments. Donc, les fonctions exécutives sont travaillées une à la suite de l'autre avec des activités comme je vous ai présenté, des applications technologiques aussi qui vont être associées, par exemple, à l'application Xmind qui permet de faire des cartes conceptuelles. C'est ce qui va permettre aux jeunes d'intégrer ces connaissances par rapport à ceci. Il y a l'application To-Do. L'idée, ça va être de dégager notre mémoire en apprenant à se faire des listes efficaces. Donc, ces aspects-là, un petit peu plus compensatoires, vont aussi être travaillés, toujours avec nos adaptations sensorielles et notre questionnement métacognitif. Voilà. Le quatrième moyen d'intervention, c'est vraiment la collaboration par la formation, c'est-à-dire que les parents et le milieu scolaire sont impliqués dans l'intervention. Les parents vont participer à 3 séances spécifiques qui ne sont pas nécessairement concomitantes avec les séances des jeunes, mais qui vont avoir lieu quand même au début de l'intervention, au milieu de l'intervention, puis à la fin de l'intervention. Ces rencontres-là sont généralement animées par les personnes psychoéducatrices et elles servent à faire de l'éducation neuropsychologique par rapport au fonctionnement exécutif, à comment donc ça se répercute et ça impacte leur enfant et à favoriser l'échange puis à répondre aux questions des parents. Avec la plateforme Réflexe, les parents ont accès à un portail Réflexe. Ce portail-là, ça leur permet de suivre les séances puis d'avoir accès aux objectifs puis aux activités qui sont travaillées puis aux stratégies qui sont enseignées, de sorte que les parents peuvent en prendre connaissance et, dans la mesure du possible, pouvoir soutenir leurs jeunes dans l'intégration au quotidien. Et à la toute fin, donc, on fait un bilan, puis il y a ce qu'on appelle un plan de maintien, c'est-à-dire que le jeune va avoir identifié certaines stratégies qui lui sont plus bénéfiques. On va donc vraiment transmettre cette information-là aux parents, vraiment dans une perspective de soutien et d'accompagnement. Donc, on a un petit peu ici la synthèse de ce que je viens de vous présenter, mais avec aussi l'ajout qu'à tout moment, les intervenants aussi restent disponibles pour les parents. Le fait d'impliquer les parents, c'est vraiment un élément qui nous semble important. Et c'est la même chose pour le milieu scolaire. Donc, les milieux scolaires vont, en fait, pas tous les milieux scolaires, mais les principaux intervenants associés au fonctionnement du jeune sont invités aussi à prendre part aux mêmes rencontres que les parents, de sorte à faire le plus possible des interventions qui sont concertées. Voilà. Et finalement, un autre moyen, c'est un moyen qui est associé au processus d'intervention de groupe, qui sont le partage de vécu commun. Le fait que ce soit donc une intervention de groupe, j'avais oublié de vous le spécifier d'entrée de jeu, mais donc, Réflexe, c'est des jeunes qui se regroupent 3 à 4 jeunes. Quand même, ça reste des petits groupes, mais ces jeunes-là peuvent échanger sur ce qu'ils vivent au quotidien. Et comme je disais, autant de comprendre qu'est-ce qui peut être à l'origine de leur comportement ou de leur difficulté est vraiment pertinent pour les jeunes, autant que de partager et de ne pas se sentir tout seul dans ce qu'on vit au quotidien. C'est vraiment aussi un mécanisme
un mécanisme puissant. Tout ça aussi, par contre, dans le respect de ce que le jeune est en mesure d'offrir. L'adolescence, c'est une période particulière. Ça nous tente pas toujours de parler de ce qu'on vit puis de partager. Donc, il y a vraiment un souci de respect du rythme du jeune qui est aussi associé. Voilà pour les grandes lignes de réflexe. Avant que je passe aux résultats de l'étude, est-ce qu'il y avait peut-être des petites questions qui persistaient par rapport à l'offre du programme? Oui. Oui, ben, dans le fond, je me demandais, toi qui es un programme qui est critères personnalisé, individualisé, je me demandais comment, est-ce que peut-être que vous allez répondre là, mais comment est-ce que vous faites pour à la fois s'assurer de la validité du protocole et d'avoir cette institutionnalisation? Oui, c'est une excellente question et ça, c'est l'autre défi de trouver l'équilibre entre la standardisation et l'adaptation parce que chaque jeune a un profil cognitif qui lui est très particulier. Donc, il y a quand même une structure qui est basée sur les principes. Donc, on s'assure que les principes de chaque séance soient intégrés et que c'est vraiment seulement les moyens qui vont être adaptés en fonction du jeune. Et pour ça, on complète des journaux d'intervention qui nous permettent de nous assurer que le plus possible, l'intervention est respectée. Je n'ai pas les données explicites aujourd'hui. De façon générale, et par le fait que là, on avait toujours les mêmes intervenants qui étaient impliqués, ça a été facilitant. Mais dans une perspective de déploiement, c'est un élément qu'on va devoir prendre en considération. De façon générale, parce que l'intervention est assez courte dans un contexte structuré avec toujours une même séquence qui se répète, les principes sont généralement respectés. Merci pour la question très pertinente. Oui. C'est une question assez concrète. Là. Dans le cadre de votre étude, c'est quoi les critères d'inclusion, exclusion, mis à part le fait d'avoir des difficultés exécutives? J'y arrive tout de suite. Okay. Ben non, mais c'est un bon point. Non, c'est parfait. mais je ne veux pas dire de folie, fait que ma mémoire va être bien soutenue à cette étape pour bien vous répondre. Peut-être juste restituer quand même l'objectif de départ. Donc, l'étude a pu être financée grâce à la Fondation du Centre hospitalier de Granby. Donc, ça nous a permis de faire justement l'étude d'efficacité, mais on a quand même concentré nos objectifs sur l'amélioration du fonctionnement exécutif et du fonctionnement quotidien pré-poste seulement. Donc, on n'avait pas la possibilité dans ce contexte-ci de faire de follow-up. On a quand même utilisé un design expérimental avec un groupe témoin de type attente. Donc, on recrutait un bassin de jeunes. Certains étaient assignés à l'intervention dans un premier temps, les autres pouvaient le faire tout de suite après. Et, bon, comme je le disais, un design pré-poste. Donc, nos critères d'inclusion. Donc, évidemment, c'était des programmes ciblés qui sont associés au centre hospitalier de Granby. Il y avait tout l'aspect de volontariat, puis oui, la présence de déficit exécutif, mais qui était objectivé de la façon suivante. Là, je souris parce qu'on essaie d'objectiver des fois certains principes, et après, ça nous cause d'autres défis. On a essayé vraiment de s'arrimer avec le mode de fonctionnement qui était installé déjà dans l'hôpital. Donc, c'était, selon les intervenants, un impact fonctionnel associé aux fonctions exécutives qui était documenté par le biais de questionnaires que nous, en recherche, on a contre-validé en utilisant des tests neuropsychologiques et des questionnaires briefs, puis on voulait des atteintes, en fait, donc des résultats à au moins un écart type sur au moins 3 mesures neurocognitives, puis au moins 3 mesures au brief aussi. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on essayait d'essayer d'objectiver le plus possible ces aspects-là. Puis au niveau des critères d'exclusion, les seuls qu'on a mis de l'avant, c'est un retard sur le plan intellectuel puis des atteintes sévères au niveau du langage parce que concrètement, c'était difficile de suivre le programme. Mais sinon, on n'avait pas d'autres critères avec ça. Et 12-17 ans, évidemment, qui est la tranche d'âge ciblée par le programme. Oui. Oui, OK. Pas de souci. Donc, vous avez ici le processus de recrutement, mais essentiellement, ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est qu'on suivait quand même le mode de fonctionnement de l'hôpital. Donc, c'est les médecins et les professionnels qui offraient la référence. On présentait et le programme et le projet de recherche. Et ensuite, là, les jeunes étaient assignés de façon aléatoire et contrôlée par rapport au déficit exécutif puis à d'autres caractéristiques socio-démographiques. Donc, les variables descriptives, évidemment, on a utilisé un questionnaire pour recueillir différentes données sociaux des mots et le profil sensoriel parce qu'on s'en sert dans l'intervention aussi du profil sensoriel pour bien identifier justement les défis et les adaptations qui sont associés.
Euh, on a utilisé le brief, donc pour évaluer les aspects du fonctionnement exécutif, complété par le jeune, complété par le parent et tentative de compléter par l'enseignant. Mais on a fait l'étude au moment où il y avait la crève l'an dernier, donc la grosse partie, donc je ne cacherai pas que ça a été malheureusement très, très difficile d'avoir les briefs enseignants. Mais on a les briefs jeunes et parents. On a utilisé un questionnaire de fonctionnement quotidien qu'on qu'on a développé pour l'étude. Donc, avec les limites que ça peut comporter sur le plan des qualités psychométriques, on a vraiment pris les principales sphères de fonctionnement, école, famille, amis. On s'est inspiré du questionnaire de Weiss là, qui est utilisé dans l'évaluation diagnostique du TDAH, tel que proposé par la cadre. On a aussi utilisé un questionnaire qui mesure les capacités de pleine conscience, même si la pleine conscience n'est pas directement ciblée par le programme. Le fait qu'on accorde une grande importance à la régulation de l'attention, on avait des attentes à ce niveau-là. Et aussi, on a utilisé un questionnaire de satisfaction. On a utilisé différents tests neurocognitifs. Donc, je vous les énumère brièvement. On pourrait revenir aux besoins. Donc, le CPT-3, le test d'interférence couleur-mot, donc le sous-test de la batterie des KEF, le 5-point test, dans l'adaptation informatisée de professeur Gauthier, la tour du DKEF aussi, puis une séquence de chiffres tirée du OSK5 et finalement un enfant spatial pour essayer de cibler donc ici nos principales fonctions exécutives ciblées justement par le programme, inhibition, mémoire de travail, flexibilité, planification, organisation. Donc, ça vous donne une idée du design et je vais aller plus rapidement aussi ici, pré-test. Les données que je vous présente aujourd'hui, comme je vous dis, c'est des données préliminaires. Donc, c'est sur un sous-échantillon de 41 participants. On a un total de 64. On a fini tout juste à la fin de l'été la compilation. En fait, les mesures post-test. Donc, là, on est en analyse approfondie, en finalisation d'intégration. Donc, j'ai les données pour ce sous-échantillon sur lequel une de mes étudiantes a travaillé. On a utilisé des modèles linéaires mixtes pour traiter nos données qui tiennent compte donc à la fois de la mesure pré-post des interactions entre les groupes. L'avantage principal de cette stratégie d'analyse, là, c'est une puissance statistique renforcée parce qu'on peut garder tous nos participants, même s'il y a une certaine forme d'attrition. Par exemple, si j'ai un jeune qui a abandonné une partie du programme, donc ça me permet quand même de garder toutes les données pour bien traiter et comprendre les effets du programme. Donc, au niveau des résultats préliminaires sur le premier sous-échantillon, que j'observe pour mon groupe expérimental, c'est aucune différence dans les performances au test neurocognitif. Petite déception, non, je me taquine évidemment. En fait, c'est pas étranger à ce qu'on va observer dans certaines études aussi où on voit pas d'effet sur les tests neurocognitifs. Ici, nos hypothèses principales sont les suivantes. Premièrement, l'enjeu quand on fait des études avec des devis expérimentales puis qu'on a des interventions qui ciblent des jeunes avec des déficits exécutifs, c'est qu'on a une hétérogénéité des profils exécutifs. Et comme mes analyses se basent sur des moyennes, même si j'ai des jeunes avec des déficits de mémoire de travail, mais j'ai un autre jeune à côté avec un déficit d'inhibition, mais pas nécessairement de déficit de mémoire de travail. Donc, statistiquement parlant, quand je fais une moyenne, je n'ai pas toujours des déficits. Alors, quand je fais mes moyennes de groupe, mes résultats se retrouvent généralement dans la moyenne, ce qui me laisse un petit peu moins de flexibilité aussi pour m'améliorer. Donc, c'est vraiment le constat qu'on a pu faire, oui. Est-ce que vous avez fait des analyses? C'est ce qu'on est en train de regarder pour essayer de distinguer des profils, puis pour voir s'il y a des enjeux au niveau de l'amélioration. Je n'ai pas les résultats aujourd'hui, mais c'est ce qu'on est en train de regarder pour voir si il y a des différences. Évidemment, l'enjeu, c'est qu'en faisant des sous-groupes, on perd un petit peu de puissance statistique, fait qu'on est en train d'essayer d'observer. Oui. En fait, je me demandais justement, plutôt que de faire des sous-groupes, je sais que les modèles numériques permettent de faire des profils latents. Est-ce que oui. Probablement c'est en lien avec les codes? Oui, mais c'est vrai que c'est une stratégie intéressante à essayer de décortiquer. Tout à fait. Merci de la suggestion. J'en prends bonne note.
Donc, voilà pour ce qui est des performances aux tests neurocognitifs. L'autre chose aussi qu'on va voir dans les études où on ne voit pas d'effet sur les tests neurocognitifs, c'est que, on va dire qu'il y a un principe d'intensité qui est important. C'est-à-dire que pour que je puisse vraiment améliorer un processus cognitif, il faut vraiment que j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps dessus. Par exemple, la mémoire de travail dans un cogmen, je fais 5 séances semaine pendant 5 semaines. Alors que là, réflexe, on cible quand même plusieurs processus. Ce qui fait qu'on espère que les processus vont s'inter-influencer, mais on ne passe pas autant de temps sur tous les processus. Donc, à part la planification, l'organisation pour laquelle qui est abordée dans 4 séances, les autres, c'est généralement une séance. Fait qu'il y a aussi cette hypothèse-là qu'il faut prendre en considération. Ce qu'on a observé, par contre, c'est une amélioration perçue par les parents seulement de la régulation comportementale telle que mesurée par le brief. Donc, c'est un résultat ici quand même intéressant. N'est pas étranger aux objectifs du programme qui sont justement d'améliorer la régulation. On pense que la métacognition pourrait être un élément contributif si on se fie à d'autres études qui ont eu des résultats similaires. Et toutes les pauses d'attention, puis les pauses sensorielles, puis le fait qu'on insiste sur est-ce que je suis disponible, est-ce que je ne suis pas disponible, on pense que ça pourrait aussi soutenir les éléments liés à la régulation comportementale. Les jeunes, par contre, quand eux, on leur demande de s'évaluer, où il va y avoir quelque chose qui va se dégager, c'est qu'eux, ils vont voir qu'ils ont plus de difficultés de planification en post-intervention. On ne souhaite pas les empirer, si vous permettez l'expression, mais l'hypothèse ici, c'est que contrairement à comment ils pouvaient être potentiellement au pré-test, on pense qu'ils sont plus en mesure d'évaluer plus justement leurs difficultés. Les capacités d'auto-évaluation étant nécessairement liées au fonctionnement exécutif. Puis il y a quand même des études aussi qui documentent justement les difficultés, par exemple, des jeunes TDAH à s'auto-évaluer convenablement. Donc, c'est une hypothèse qu'on veut un petit peu creuser par rapport à ça. Donc, évidemment, ça demeure une hypothèse, mais c'est l'explication au niveau des résultats. Oui, je me demandais justement par rapport au contraire aux parents, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un impact des parents par rapport à l'évaluation? Tout à fait. Tout à fait, c'est une bonne hypothèse. Puis il y a aussi tous les biais liés à, effectivement, les biais d'auto-évaluation. Donc, c'est sûr que c'est à prendre en considération parce qu'évidemment, là, on sait très bien si on fait l'intervention ou non, on n'est pas dans quelque chose de placebo. Donc, il y aurait un moyen, par exemple, d'avoir un peu de contrôle, mais tu fais une fausse évaluation où on dit, par exemple, aux parents qui vont faire un programme, parce que ça pourrait peut-être ben, méthodologiquement, c'est intéressant. On pourrait avoir un petit débat éthique aussi, ouais. Mais c'est intéressant comme idée méthodologique. Merci pour la suggestion. Évidemment, on compare ces résultats à ceux qui ont été obtenus pour le groupe témoin. Au groupe témoin, on a vu des variations statistiquement significatives sur 2 mesures neurocognitives qui sont des mesures, en fait, d'inhibition et de planification. Ici, ça nous a beaucoup questionné. Mais notre hypothèse principale, c'est ici essentiellement un effet d'apprentissage. Je m'explique parce que malgré le fait que les résultats sont statistiquement significatifs, les mouvements sont très, très limités en termes de... On passe de à peine un changement de score de 1, là, donc de même pas un écart type. Là, on est dans des tailles d'effets très, très petites. Ceci dit, c'est quand même étonnant qu'on n'ait pas observé cet effet d'apprentissage-là, par exemple, chez notre groupe expérimental. Donc, on continue d'essayer de comprendre. Mais entre autres, au test de la tour, il y a vraiment des effets d'apprentissage qui sont quand même très bien documentés. Donc, on explore ces aspects-là par rapport au groupe témoin. Par contre, pour le groupe témoin, il n'y a vraiment aucun changement qui a été observé. Là, je parle de changements ici statistiquement significatifs. On s'est vraiment concentré sur les analyses statistiques. On va aussi explorer là, des analyses qui vont traiter plus de changements dits cliniques. Là, donc, on est vraiment dans cette phase d'exploration. Donc voilà, ça va très vite quand on parle de quelque chose sur lequel on travaille depuis plusieurs années. Je suis en train de passer mon temps, mais ça vous donne quand même une idée là, de ce qu'on essaie de déployer dans le milieu et en réponse à des demandes d'intervenants. Donc, c'est un petit peu des fois le défi de la recherche appliquée. Mais on est vraiment en train d'évaluer un programme novateur. Puis en fait,
à la réponse à laquelle je n'ai pas tout à fait répondu tout à l'heure. Nous, on s'est vraiment dit on va utiliser les deux types de mesures. Donc, on a utilisé des mesures neuropsychologiques, puis on a utilisé des mesures dites plus comportementales. Et donc, là, il faut vraiment voir un petit peu plus les liens, mais on confirme bien que c'est des choses complètement différentes. Il n'y a aucune relation entre ces deux types de mesures-là, même si arbitrairement, on dit que ça mesure le même concept comme l'inhibition ou comme la flexibilité. Je vous ai présenté un sous-échantillon de 41, mais au total, on a 64 participants. C'est pas rien qu'on fait de la recherche pratique, mais ça demeure quand même un échantillon limité sur le plan statistique. Donc, ça a des impacts sur le plan de la représentativité. Il faut se rappeler aussi qu'on a fait l'étude avec une clientèle de pédopsychiatrie qui est une clientèle très, très particulière avec des difficultés qui sont quand même sévères. Je vous ai parlé de l'hétérogénéité, des profils cognitifs, du choix des mesures, puis évidemment, une des limites qui était davantage structurelle, le fait qu'on n'a pas fait de suivi à long terme, alors que certaines études vont démontrer qu'il y a des effets qui vont apparaître un petit peu plus tardivement. Donc, évidemment, au niveau des prochaines étapes, on est en train de peaufiner les analyses, mais j'attire votre attention sur le bas de l'acétate. On est quand même en train de déployer un volet 2 à l'étude, c'est-à-dire que on va revoir certains parents de jeunes qui ont participé à l'intervention pour creuser un petit peu plus spécifiquement qu'est-ce qui se passe dans le temps, s'il y a des effets qui semblent se maintenir, voire apparaître, tant en regard du fonctionnement exécutif que de la métacognition, aspect qu'on avait aussi négligé dans le volet 1. On n'avait pas de mesures propres à la métacognition. Donc, on va lancer ce deuxième volet-là imminemment, où on va cette fois-ci cibler un petit peu plus spécifiquement les parents qui sont des observateurs du vécu de l'enfant. Il y a différentes études qui documentent bien aussi la part de l'implication des parents dans un devis ici un petit peu plus qualitatif. Donc voilà, je m'arrête là, mais s'il y a évidemment des questions, je suis disponible. Je reviendrai sur le type pour le recrutement, c'est quand même, je ne sais pas les enjeux de recrutement de la population clinique, puis chez les adolescents en plus, l'échantillon est quand même vraiment bien. C'est bien. C'est quand même 2 ans de travail, mais. C'était ma question, ça a pris combien de temps à recruter? Oui, 2 ans et demi. Je dis On a commencé en 22, puis on a fini 25. Puis, est-ce que la friction était élevée? Est-ce que l'adhésion? C'est quand même très. J'ai une dizaine de participants tout au plus qui ont abandonné. Là. Donc, c'est quand même. Ouais. Pour la clientèle, tout à fait, parce qu'il faut rappeler les défis aussi de la clientèle pédo, mais adolescente aussi, parce que l'engagement, c'est pas toujours. C'est ça. J'ai une autre question hyper basique, mais j'ai vu que vous aviez votre mesure l'enfant chip. Oui. Puis, est-ce que vous utilisez le total ou juste en inverse? C'est une question super spécifique, là, donc on peut pas poser la question. J'ai utilisé le total ici, mais c'est une question que je me pose toujours, fait qu'on pourrait débattre. Généralement, le total, ça semble un petit peu mieux représenter le construit, mais évidemment, on a une portion de manipulation qui est retirée. Donc ici, j'ai utilisé le total, mais je serais prête à débattre conceptuellement de l'aspect. Oui. Merci, c'était très intéressant. Je me une question sur est-ce que vous êtes intéressé aux objectifs personnels des participants plus que sur les adolescents, dans le but d'augmenter leur motivation à faire part de l'intervention. Par exemple, avec l'IDF, pour mesurer le quotidien, il y a des comportements de motivation Tout à fait. pour alors réussir. Est-ce que vous avez rencontré des objectifs précis? C'est plus général comme on est resté dans des aspects plus généraux, mais je donne de la tête parce que c'est un aspect très, très intéressant que vous soulevez. En fait, ce choix-là, il n'est pas étranger à la structure du programme, qui est un programme plus structuré, plus global, dans lequel il n'y a pas d'objectif spécifique pour les jeunes. Alors que dans certains autres programmes, dont certains dans les études dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, là, il y a des objectifs personnels. Puis c'est vrai qu'on va voir souvent des éléments facilitants sur le plan de la motivation. C'est un excellent point. Il y avait une question. Oui. Je suis pas clinicien, alors pardonnez à l'avance peut-être
vais mettre ça dans la question. Je me questionne un peu sur les objectifs que vous aviez quand vous avez démarré ce projet-là. Donc, vous aviez un modèle théorique avec, autour duquel vous avez construit ce programme réflexe. Et puis, là, vous avez élaboré un plan de recherche pour tester votre modèle réflexe. Oui. J'imagine que l'objectif, en tout cas, le souhait, c'était que ce programme-là aide les participants, les adolescents, à améliorer leur fonction exécutive. Oui. Et donc, ça, c'était votre souhait. Là, vous avez testé 60 quelques participants. Vous avez présenté des analyses sur à peu près le 2 tiers de ça. Les résultats sont nuls au niveau neuropsychologique, sont même mieux étrangement dans le groupe témoin. Oui. Donc, pas d'effet au niveau neuropsychologique. Ensuite, au niveau plus qualitatif, brief, j'ai aucune idée de ce que ça mesure, là. Mais vous avez un résultat qui est négatif pour les participants, les adolescents, un résultat légèrement positif pour les adultes. En moyenne, disons que ça s'annule. Bref, pour l'instant, vous n'avez rien. Ouais. Puis, peut-être qu'en rajoutant le tiers de participants, enfin, en doublant le nombre de participants, Oui, on sait, oui. Plutôt en rajoutant 50% du nombre de participants que vous avez, vous allez arriver à avoir des petits effets. Mais même si vous aviez de petits effets, il me semble qu'on est loin du compte, là, parce que le programme, un programme, c'est peut-être naïf de ma part, mais un programme qui aurait eu du succès au niveau de l'intervention, aurait dû avoir un impact individuel là, sur